Ça va, le micro marche bien jusqu'au fond? Impeccable. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir tous ces sourires pour cette conférence sur l'heure du déjeuner. Merci d'avoir choisi donc, notre atelier Stratégie climat et trajectoire bas carbone. Donc, nous allons voir quels sont les facteurs clés de succès pour aller au-delà de la comptabilité carbone. Alors, c'est un atelier qui est proposé par le cabinet BL Evolution que je co-dirige et qui est plus particulièrement spécialisé dans le conseil en transition écologique avec 4 métiers. L'accompagnement des démarches de RSE, les stratégies énergie-climat dont on va parler plus particulièrement cet après-midi, les stratégies à la biodiversité dont on a fait un atelier ce matin, et puis l'innovation dans les business models pour avoir un modèle d'affaires plus responsable. Avec une particularité du cabinet qui est que l'on travaille à la fois avec les entreprises, PME, grands groupes, mais également avec les territoires et collectivités. Et donc, c'est ce qui nous a amené à monter cette table ronde. Et donc, nous allons avoir l'honneur d'entendre cet après-midi donc Cathy Excoffier, qui est directrice déléguée RSE chez Orange France. Dan Lair, donc, qui est adjoint à la maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie. Voilà, et Charles-Adrien Louis, qui est cofondateur de BL Evolution et expert climat et énergie. Ouais, la table ronde donc, sera animée par Selma Benounich et elle a été aussi co-organisée par Elliot Geoffroy et Mélissa Poutrin dans l'équipe BL Evolution. Alors, quelques mots d'introduction pour replacer le contexte de cet atelier. D'une part, un consensus international qui n'aura échappé à personne, je l'espère, sur la nécessité d'engager des actions qui soient fortes en faveur du climat, avec un objectif de limiter à 2 degrés l'augmentation de température d'ici la fin du siècle, et ce qui demande, nous dit le GIEC, de réduire de 70 à 80% les émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit qu'on n'est pas dans l'épaisseur du trait, on est bien dans une réduction majeure des émissions de gaz à effet de serre de nos sociétés. Alors bien sûr, cet objectif qui est mondial se décline dans les différents secteurs économiques, avec en France, par exemple, la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone, qui demande et qui se fixe comme objectif des réductions dans le domaine de l'agriculture, dans les transports, par exemple, moins 28%, dans le bâtiment, moins 50%, dans l'industrie, moins 35% en 2030 et jusqu'à moins 80% en 2050, dont des objectifs qui sont évidemment ambitieux et importants. Des cadres qui évoluent également. On a mis ici quelques exemples de réglementation qui vont concerner les collectivités, les plans climat, mais aussi les entreprises avec les bilans GES, les audits énergétiques par exemple, ou plus largement le devoir de vigilance et d'autres dispositifs, mais également des écosystèmes d'acteurs qui évoluent, des attentes de parties prenantes de plus en plus importantes sur ces questions-là, mais aussi des parties prenantes qu'il faut mobiliser. On pense bien sûr aux collaborateurs dans les entreprises, aux citoyens sur les territoires, à ses clients, à ses fournisseurs, voilà, l'ensemble des parties prenantes qui peuvent graviter autour des territoires ou des entreprises. Alors comment agir? Et ce sera mon petit mot d'introduction pour la table ronde. On a vu ces dernières années beaucoup d'engagements qui avaient été pris, solarisation de bilan carbone, la mise en place de comptabilité carbone, la mise en place d'un nombre d'actions également qui ont émergé. Et je pense, et on pense en tout cas qu'aujourd'hui, on est arrivé à la limite de cet exercice qui était de faire l'état des lieux. Et maintenant qu'on a fait l'état des lieux, que finalement on a regardé vers le passé, quelles sont les émissions que l'on a émises sur un territoire, dans une entreprise, comment est-ce qu'on va se projeter finalement dans une véritable trajectoire de décarbonation? Comment est-ce qu'on va engager une stratégie pour le climat? C'est-à-dire regarder vers l'avant et essayer de se poser la question, qu'est-ce qu'il faut transformer? Sur quoi est-ce qu'on peut innover? Quels sont les freins? Quels sont les leviers qui vont nous permettre de réussir cet ambitieux objectif qui est de décarboner l'économie et les territoires? Alors sans transition, je vous propose d'avoir 2 retours d'expérience d'un territoire et d'une entreprise, et puis sous l'œil également d'un expert de ce sujet-là. Selma, je te laisse la main pour animer cette table ronde. Merci beaucoup. Donc pour commencer cet échange, on voulait vous donner donc, 2 retours d'expérience, et on va commencer par une première question qui permet d'introduire les trajectoires carbone de ces 2 organisations dont on va parler aujourd'hui. Donc, Madame Excoffier, on va commencer par vous peut-être. Est-ce que vous pourriez dire en 2 minutes quels sont les objectifs que se sont fixés, donc voilà, Orange France J'aurais bien gardé par solidarité le masque avec vous, mais pour parler, je pense que ça va être un peu compliqué, donc vous permettez, je vais noter.
Donc, bonjour à toutes et tous. Effectivement, donc, chez Orange, nous avons pris plusieurs engagements. D'abord, on a intégré dans le plan stratégique du groupe une réduction de 30% de nos émissions de CO2 d'ici 5 ans, donc au cœur du plan stratégique. Et puis, on a pris une ambition d'être neutre carbone à l'horizon 2040, donc complètement en ligne avec la trajectoire du GIEC. Donc, peut-être pour vous dire que c'est évidemment des décisions qui sont importantes parce qu'elles irriguent l'ensemble de l'entreprise, mais d'abord, elles sont prises à un niveau stratégique et politique. Je pense que c'est vrai pour l'ensemble des structures, c'est-à-dire que d'abord, il faut qu'il y ait une volonté et une décision politique pour pouvoir l'accompagner, parce que ça va impliquer évidemment des énormes sujets de transformation au sein de l'entreprise. Et on y reviendra après, je pense, un peu plus tard dans la conférence, puisque effectivement, travailler sur ces sujets-là, ça nécessite d'avoir une visibilité, une trajectoire, et de travailler sur des modèles pour faire tourner évidemment des hypothèses de travail pour être en ligne avec nos objectifs. Dans les engagements qu'on a pris, en lien aussi avec une politique française, c'est d'intégrer 50% des énergies renouvelables dans le mix énergétique du groupe. Et puis, on a pris une ambition aussi qui est importante, c'est d'intégrer l'ensemble de nos produits et services qui soient éco-conçus à l'issue du plan. Voilà, ça, c'est les grandes lignes qu'il faut retenir sur le plan. Et avec ça, en fait, ça a des implications assez importante dans l'organisation de l'entreprise. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et ça nécessite, une fois qu'on a fait ça, d'avoir des business reviews. Pardon, excusez-moi pour l'anglicisme. En tout cas, de rendre compte de l'état d'avancement régulièrement au sein du comité de direction et surtout avec les directions métiers. Puisque on va travailler avec les gens du réseau, puisque nous sommes un opérateur de télécommunications, donc on fait tourner des modèles sur ces sujets-là. On va travailler avec les équipes du marketing. Et puis, vous l'avez vu en introduction, il y a aussi dans les sujets des entreprises 2 points importants qui sont l'immobilier, donc les lieux où travaillent nos salariés et sur lesquels on exerce notre activité. Et puis évidemment les transports et la mobilité, qui est un sujet qui lie l'entreprise, mais pas uniquement, qui lie l'ensemble des acteurs sur un territoire. Et évidemment, extrêmement important de travailler avec les collectivités territoriales, puisque en fait, on vit dans un monde évidemment ouvert et en coopération. Voilà. Merci. Donc, Monsieur Lair, le même exercice, les grands objectifs de la ville de Paris en termes de climat. Alors le plan climat de la ville de Paris est aligné sur la trajectoire qui a été dessinée par l'accord de Paris avec la neutralité carbone en 2050 et 100% d'énergie renouvelable. Dès 2007, la ville de Paris a souhaité passer en ce qu'on appelle en scope 3, c'est-à-dire de prendre en compte à la fois les émissions locales, mais aussi les émissions indirectes issues des décisions des Parisiens ou des acteurs du territoire. Donc ça rajoute à l'ambition qu'a notre ville pour être sur une trajectoire de transition écologique, énergétique, extrêmement importante. Je vais juste décliner peut-être des objectifs, des sous-objectifs à l'intérieur de cette ambition de la neutralité carbone. Un territoire, donc zéro émission de gaz à effet de serre intramuros en 2050, moins 80% de l'empreinte carbone du territoire parisien, 100% d'énergie renouvelable dans la consommation, dont 20% produite localement, moins 50% de consommation énergétique sur l'ensemble du territoire, et un engagement de l'ensemble des acteurs du territoire pour atteindre ces objectifs. Donc ce sont des objectifs extrêmement ambitieux que nous avons partagés avec les Parisiens et les Parisiennes à l'occasion d'une votation citoyenne qui a rassemblé beaucoup de votants à Paris, et notamment on a à l'issue de ce processus 25 000 volontaires pour le climat déjà engagés sur l'ensemble de ces questions. Voilà pour les objectifs. Très bien, merci. Avant d'avancer donc sur ces objectifs et ces retours d'expérience, un petit point donc de définition peut-être sur les trajectoires carbone. Charles Adrien, si on peut préciser un peu ce qu'on entend par ce terme-là. Oui, alors je vais me permettre d'aller au pupitre, simplement pour passer un slide et donner juste quelques éléments de compréhension pour ceux qui, pour peut-être éclairer les propos qui ont été dits.
Qu'est-ce que c'est que la trajectoire carbone? On peut mettre beaucoup de choses derrière. J'ai proposé une définition qui se veut plus avec des mots. Et donc, pour moi, c'est un chemin que va prendre une organisation de tout type, que ce soit une collectivité, une entreprise, pour s'inscrire dans une société post-carbone. En fait, ça, c'est le principe de base. On sait qu'on va vers une société post-carbone, de gré ou de force. De toute façon, on n'aura pas d'énergie fossile suffisante pour maintenir cette société-là. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour y aller? Et donc la trajectoire, c'est se définir cette route-là. Et donc ça veut dire comprendre sa dépendance au carbone, mais on le verra plus tard, en fait, c'est sa dépendance de manière générale à toutes les ressources, que l'on traite, et définir son plan stratégique qui permet de minimiser son impact et celui de sa chaîne de valeur. Ça a été abordé par les intervenants. On peut travailler sur son périmètre interne, mais tant qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe à l'extérieur de soi, mais ceux avec lesquels on interagit, en fait, on risque d'être à côté du sujet. Donc c'est important d'interagir avec ce qu'il y a en amont, ce qu'il y a en aval, ce qu'il y a autour de nous. Et c'est ça qui va nous permettre de définir la trajectoire, la route vers laquelle on va. Alors, quelques petits éléments à prendre en compte quand on va vouloir définir cette trajectoire. La première, c'est qu'on ne peut pas définir sa trajectoire si on ne sait pas d'où on part. Et donc, pour commencer, il faut connaître son impact. Son impact est celui de sa chaîne de valeur. À quels endroits dans ma chaîne de valeur est-ce qu'il y a le plus d'impact? Donc, c'est ce qu'on appelle traditionnellement les émissions indirectes dans tout ce qui va être comptabilité carbone. Et ensuite, l'élément peut-être le plus fondamental, c'est de définir son périmètre. Sur quoi est-ce qu'on agit? De quoi est-ce que l'on parle quand on parle de neutralité carbone? On peut tout à fait faire de trajectoire carbone, pardon. On peut tout à fait s'intéresser à une partie de son champ, à une partie de son territoire, à l'intégralité, aux émissions indirectes, etc. Et en fait, on a un devoir de transparence vis-à-vis du périmètre que l'on choisit. Et c'est ça qui est important, c'est de bien le définir et de bien savoir dire sur quoi est-ce qu'on s'engage dans notre trajectoire bas carbone. Ensuite, un autre élément, c'est de définir les bons indicateurs de suivi. Évidemment, une ville comme la ville de Paris ou un territoire plus rural comme par exemple la communauté de communes du Val-de-Cher-Comtrois, je ne sais pas s'il y a des représentants ici, ne va pas atterrir aux mêmes émissions de gaz à effet de serre en 2030 ou en 2040. Il faut définir quel est l'indicateur qui est le plus parlant, le plus intéressant. Est-ce que c'est par habitant? Est-ce que c'est par unité de valeur dans son entreprise? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont à prendre en compte? Et ça, c'est ces indicateurs qui vont être suivis plus que les émissions globales de gaz à effet de serre. Donc il faut les anticiper et les connaître au départ. Ensuite, se fixer un cap. Le cap, c'est ce que l'on entend, c'est 2030, 2040, 2050. Où est-ce que je vais? Quelle est mon ambition? Et surtout, se fixer des jalons à plus court terme. Car on ne peut pas reporter l'effort à 2050. Il faut traiter tout ça au plus court. Et donc avoir des valeurs à 2 ans, à 5 ans, à 6 ans. Pour savoir comment est-ce qu'on s'inscrit vraiment dans sa route. Et le dernier point, c'est qu'il faut impliquer tous les secteurs de son organisation. C'est une démarche transverse, c'est une démarche stratégique, ça a été dit, que ce soit pour une entreprise ou que ce soit pour une collectivité territoriale. Si on n'agit pas avec l'ensemble de ses services, avec l'ensemble de ses métiers, on ne risque pas d'emporter son entreprise ou son organisation sur la trajectoire que l'on s'est définie. Voilà pour quelques éléments de précision. Parfait, merci beaucoup. J'en profite pour donner un petit point technique aussi. Donc, on aura à la fin 10 minutes de questions-réponses et il y a une possibilité de poser des questions sur le site en sélectionnant l'atelier. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience avec d'autres conférences ce matin. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure si vous en avez. Maintenant, pour rentrer un peu plus en détail sur cet exercice d'élaboration d'une stratégie climat, Madame Escoffier, quels sont, selon vous, quels ont été les défis principaux relevés? C'est une question à deux parties, les défis, puis finalement, ce que vous considérez comme être les facteurs clés de succès de ce type de démarche. Bon, alors, vous venez de le souligner, la question c'est déjà de bien comprendre quel est l'impact de l'activité. Donc si je prends l'exemple d'Orange, qui est un opérateur, un des principaux impacts, c'est notre consommation d'énergie. Parce qu'un réseau sans énergie, ça ne fonctionne pas. Donc on représente à peu près 0,5% de la consommation de l'énergie de la France, soit à peu près les 4 grandes villes françaises.
Et évidemment, déjà, cela structure énormément les choses. Il faut comprendre que sur une activité comme les télécoms, 50% c'est à peu près la fabrication des équipements, vos smartphones, les équipements du réseau. Le reste étant réparti entre le réseau, tel que vous l'utilisez aujourd'hui, évidemment sur le territoire français, mais dans l'ensemble des points de présence du groupe Orange en Europe et en Afrique essentiellement. Donc évidemment, la façon dont on opère en France et en Pologne avec un mix énergétique qui n'est pas du tout le même, vous comprendrez bien que ça nécessite une déclinaison de décisions qui ne sont pas les mêmes voilà, sur la Pologne, sur la France ou en Afrique. D'une part. Et le reste, évidemment, c'est l'usage que vous en faites, vous, au quotidien, autour du numérique. Et donc, vous l'avez vu récemment dans les médias, on se pose évidemment la question de l'impact du numérique aujourd'hui, et cela fait partie des sujets, évidemment, qui nous occupent. Alors, dans les points de succès, ou facteurs clés de succès, dans la démarche, surtout, je le disais tout à l'heure, d'abord, il y a une volonté politique de l'inscrire dans la stratégie. Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui du CAC 40 ou une entreprise aujourd'hui qui peut prétendre à une pérennité sans se poser la question de ses impacts à la fois environnementaux mais sociétaux, parce que bon, là, aujourd'hui on parle d'environnement, mais c'est aussi vrai sur l'impact sociétal. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est évidemment de l'avoir co-construit avec les directions métiers, et en particulier chez nous, évidemment, ce qui est structurant, c'est les gens du réseau, puisque en fait, on travaille à la fois, on l'a dit, sur du temps, et c'est la difficulté qu'on a dans toutes les structures, je pense, c'est de gérer le temps court, notamment quand on est une entreprise cotée, et le temps long qui va nous obliger à nous projeter, voilà, sur 10 ans, sur 20 ans ou sur 30 ans. Évidemment, ce qui est une difficulté. Les choix qu'on va faire dans les 5 ans qui viennent vont avoir des impacts, évidemment, sur les décennies qui vont arriver. On parle de l'arrivée de la 5G. On travaille déjà, évidemment, au niveau international sur la normalisation de la 6G, par exemple. Donc, évidemment, si on ne se pose pas les questions aujourd'hui de l'impact qu'auront ces technologies de demain, à la fois sur la fabrication des équipements et sur leurs usages et leur consommation, évidemment, on aura quelques soucis pour respecter nos trajectoires carbone et d'être notre carbone à horizon 2040. Donc, je pense que la clé, ça a été aussi de travailler en co-construction avec l'ensemble des directions métiers, de le challenger, de savoir ce qu'on va mesurer. Après, il faut être aussi humble. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué quand on est un opérateur télécom de travailler de manière... aujourd'hui... je veux dire, de manière très précise sur l'ensemble de nos scopes. Hein. Voilà. On a une difficulté qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de normes internationales pour aujourd'hui se mettre d'accord sur ce qu'on mesure sur l'ensemble du scope. Donc notre principal challenge dans les mois qui viennent va être de pouvoir avoir une norme de comparaison avec l'ensemble des acteurs du numérique dans le monde, déjà au niveau européen, parce que évidemment, si Orange décide de mettre des critères sur lesquels on a la chance d'avoir des ingénieurs, voilà, qui travaillent très bien et qui seront capables de normaliser, il faut qu'évidemment on puisse s'entendre avec l'ensemble des acteurs européens, Telefonica, Vodafone, évidemment, parce que évidemment, c'est bien une norme internationale qu'on va regarder. Et en plus, ce qui nous aide, c'est qu'au niveau de l'Europe, il y a une volonté, évidemment, de travailler sur ce sujet-là avec des organismes internationaux. Ce sera un peu plus compliqué quand on va dépasser les bornes de l'Europe, notamment avec les États-Unis ou avec l'Asie, sur lesquels, effectivement, on n'a pas les mêmes enjeux. Voilà. Donc peut-être de redire qu'effectivement, la principale difficulté... le principal enjeu, c'est de se mettre d'accord de bien comprendre ce qu'on mesure, de travailler avec les directions métiers qui sont concernées sur les principaux impacts pour faire tourner sur des modèles. Je reviendrai tout à l'heure. Typiquement, voilà, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir prendre des décisions avec des achats, avec de la transformation. Quand on travaille sur la mobilité des salariés, sur lequel on travaille d'ailleurs avec le cabinet BL, voilà, sur lequel on va faire de la transformation dans les usages au quotidien des personnes, c'est pas du tout la même façon d'aborder les sujets, d'où la nécessité évidemment de travailler dans un enjeu de transformation. Voilà. Merci. Donc pour la ville de Paris, la stratégie carbone a été
élaboré donc, dans la mandature plutôt précédente. Vous entrez en fonction. Quel est donc votre ressenti sur cet exercice-là? Quels défis anticipez-vous et quel point fort finalement de cette stratégie climat de la ville de Paris? Alors, juste avant de parler des défis et Oui. des leviers pour la réussite du plan climat, je voulais partager avec vous une bonne nouvelle, parce qu'il y en a de temps en temps. Le dernier bilan carbone de la ville précise que nous avons baissé de 20% notre empreinte carbone depuis 2004 et de 25% nos émissions locales. Donc, c'est un résultat positif, c'est un résultat intéressant, c'est un résultat qui porte des solutions de transformation de Paris. Mais on a conscience parfaitement qu'il faut accélérer sur la transition écologique et la neutralité carbone à Paris. Nous savons, et nous sommes confrontés, y compris cet été, à des événements liés au dérèglement climatique. On a des vagues caniculaires, des vagues de chaleur de plus en plus longues, de plus en plus intenses, qui mettent à l'épreuve les Parisiens, les Parisiennes. Et nous sommes confrontés à une espèce de compte à rebours. On appelle ça le compte à rebours 2030, mais on aurait pu fixer des échéances plus rapprochées. Et le GIEC, d'ailleurs, nous a alertés et alerte l'ensemble des acteurs dans cette stratégie de transformation sur la nécessité de baisser fondamentalement les émissions de gaz à effet de serre, y compris à Paris, et surtout peut-être à Paris, dans des grandes métropoles comme la nôtre. Les facteurs de succès... Ils sont assez connus. Si on n'a pas le soutien, on va dire, des Parisiens, des habitants, des acteurs du territoire dans les politiques de transformation publique, de transformation de la ville, on aura des difficultés à mobiliser notre territoire pour atteindre nos objectifs. Ça, c'est un facteur essentiel. Ça passe aussi par la question du soutien politique. Le plan climat de la ville qui a été adopté à nouveau. Le dernier plan climat a été adopté à l'unanimité. C'est très important parce que ça veut dire que les objectifs sont partagés entre tous les groupes qui composent notre Conseil de Paris. Pardon. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes après dans la mobilisation. Mais la ville en elle-même n'est responsable par ses compétences directes que d'un quart des émissions à Paris. Donc les objectifs du plan climat dépassent en fait les compétences de notre ville et elle engage tous les acteurs du territoire. Et en particulier du côté des entreprises, on a besoin de la mobilisation des entreprises sur notre territoire pour atteindre nos objectifs. Sans vous, sans votre mobilisation, il n'y aura pas de stratégie de transition réussie, de transition écologique de notre ville. Je demandais juste un chiffre à l'instant, par exemple, sur les émissions des bâtiments tertiaires, donc, qui vous concernent tous et toutes en tant qu'entreprise, sont responsables de 36% des émissions locales. Voilà l'enjeu et voilà pourquoi nous avons besoin, en tant que ville, de votre mobilisation. Vous pouvez devenir, à Paris, une entreprise qu'on appelle entre nous volontaire pour le climat. Vous pouvez participer vous pouvez signer la charte Paris Action Climat avec la ville de Paris, qui est là pour mettre en valeur les actions que vous conduisez à votre niveau pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. Ce sont des dimensions essentielles. Et sans cette mobilisation, nous n'obtiendrons pas les résultats escomptés, qui sont extrêmement ambitieux et qui appellent à des changements à la fois de mode de vie, dans nos déplacements, dans nos modes de consommation, dans nos modes d'alimentation, qui sont absolument significatifs pour les Parisiens, mais aussi pour les entreprises qui sont des acteurs incontournables du territoire. Est-ce que je peux me permettre oui, je pense que ce que vous avez dit est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a bien, enfin, que ce soit du côté des collectivités territoriales, voilà, ou des entreprises, on est toujours le scope 3 de quelqu'un. Donc la question, c'est comment on travaille ensemble et quelle mesure de l'impact on a sur nos territoires et comment on va faire en sorte de toute façon, on prend les mêmes engagements, donc comment on va y arriver. Donc la question, c'est qu'aujourd'hui, vous allez continuer à durcir probablement les commandes publiques en contraignant, j'imagine, les acteurs qui vont travailler avec vous sur ces sujets. Nous, en tant qu'entreprise, évidemment, on embarque dans nos cahiers des charges ces sujets-là depuis de nombreuses années.
avec une difficulté qui va être effectivement, je pense qu'il n'y aura pas de sujet pour les grandes entreprises ou les grands acteurs pour accompagner. En revanche, il faut qu'on soit extrêmement vigilant de pouvoir accompagner aussi les entreprises de taille intermédiaire et les petites structures et les startups qui n'auront pas les moyens de... Et donc je pense que là, on peut avoir un enjeu commun, c'est comment en fait on met à disposition de ces structures qui leur permettent de pouvoir atteindre ces objectifs avec nous. Et c'est extrêmement important, c'est le travail avec nos parties prenantes sur le territoire. Et je ne fais qu'abonder dans votre sens sur le fait que, évidemment, nous avons besoin aussi des pouvoirs publics pour nous aider sur un certain nombre de sujets, aussi mobilité ou bien d'autres d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc une dernière intervention peut-être sur la différence finalement entre une approche où on va juste se contenter de mesurer son impact carbone et faire un bilan réglementaire classique et l'exercice de avoir une approche plus stratégique, plus transversale. Quelle est la valeur ajoutée de cet exercice selon vous, Madame Excoffier? On continue. Bon. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux points entre le bilan et la trajectoire. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir les deux en tête. La trajectoire, elle pose la question de nos principaux impacts, où est-ce qu'on veut aller et les leviers sur lesquels on va souhaiter faire de la transformation. Et ensuite, on a besoin de le mesurer et de rendre compte. Si on ne mesure pas, on n'existe pas. Alors en plus, quand on est une entreprise cotée, mais je pense que c'est pareil sur beaucoup de structures. Il faut qu'on puisse piloter les sujets et regarder l'état d'avancement et les mesures, et fixer cette trajectoire et de rendre compte si on est bien ou pas sur cette trajectoire et pourquoi. Donc, juste pour vous dire que, pour vous donner deux exemples sur un métier comme le métier d'opérateur comme Orange, il y a deux questions qu'on se pose aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une grosse partie de nos impacts, c'est notre consommation d'énergie. Et évidemment, on est en train de se poser la question en termes de trajectoire. Alors, je vous l'ai dit, on a pris un engagement de diminuer nos émissions de CO2 de 30% d'ici 2015. Donc, évidemment, on a travaillé depuis de nombreuses années pour pouvoir y arriver, parce que ça ne se décrète pas, évidemment, du jour au lendemain. Et le deuxième sujet, c'est pour atteindre la trajectoire qu'on s'est fixée d'être notre carbone à horizon 2040, c'est-à-dire qu'il va dépasser une mandature certainement d'une présidence dans un groupe, on va se mettre en situation de travailler sur des modèles. Donc la question va être, pour atteindre et pour gagner encore en efficacité, est-ce qu'on va arrêter le réseau 2G, le réseau 3G, et qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Je vous donne juste là sur la partie non pas mobile mais du fixe. Donc on va travailler on commence à travailler sur la suppression du réseau fixe du cuivre, parce que d'abord elle est très conservatrice, c'est une technologie vieillissante. Il faut 10 ans pour travailler, parce que ça a des impacts énormes avec des industriels comme les ascensoristes, comme la télésurveillance, des sujets de réglementation, des sujets d'anticipation et de sortie. Donc évidemment, ces sujets-là, il faut qu'on se les pose en termes de trajectoire. Donc c'était juste pour l'illustrer. Et deuxième exemple, c'est qu'on a pris comme engagement dans notre plan stratégique d'intégrer 7000 véhicules électrifiés à disposition de nos collaborateurs. Donc typiquement, c'est des questions qu'on se pose d'ailleurs avec le cabinet BL et puis avec l'ensemble de nos métiers. C'est que électrique, c'est quoi les scénarios sur lesquels on travaille pour accélérer et être dans une trajectoire? Et je disais, voilà, la question, c'est la coexistence du temps court et du temps long dans le pilotage au quotidien, dans les entreprises. Et donc, il ne faut pas les opposer. La trajectoire permet de donner le sens, et je pense où est-ce qu'on veut aller. Et puis, on a besoin de le mesurer de toute façon pour regarder si on atteint ou pas ces objectifs. C'est comme ça qu'on arrive à diminuer. En 5 ans, on a diminué par 5 la trajectoire du gigabit que vous transportez pour ceux qui sont clients Orange. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable
sur le même giga transporté, de diviser par 5 notre performance énergétique en donnant plus de données. Voilà. Et donc ça, par exemple, c'est des choses qu'on mesure avec le marketing et les gens du réseau pour regarder si on continue d'être efficace et de faire des projections en fonction des trajectoires et des augmentations des volumes de données. Voilà, c'était 2 exemples d'un métier. L'intérêt pour nous d'avoir des objectifs à long terme est extrêmement ambitieux. Là, j'entendais parler des véhicules électriques. On a fixé la sortie du diesel à Paris en 2024 et la sortie des véhicules thermiques en 2030. Ce qui veut dire que derrière, on a une déclinaison opérationnelle en termes de politique publique extrêmement ambitieuse. C'est ça la raison d'être de ces objectifs qui sont fixés. C'est qu'après, on doit configurer nos politiques publiques localement de manière à atteindre ces objectifs. Je pourrais prendre le même exemple, enfin un autre exemple, pardon, sur la rénovation énergétique des logements. À Paris, on doit rénover, pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, 1 million de logements d'ici 2050. Ce qui veut dire qu'on, par exemple, dans l'habitat privé, pour ne citer que l'habitat privé, à partir de 2030, on doit être dans la rénovation, on doit obtenir la rénovation de 40 000 logements privés par an. Actuellement, on n'est pas du tout sur cette trajectoire et on a identifié les freins à cette rénovation, à ces plans de rénovation globaux. Et donc, on fixe et on dimensionne nos politiques publiques. Et éventuellement, si on est, j'allais dire, trop court à Paris pour atteindre nos objectifs, eh ben, on passe en mode plaidoyer vis-à-vis de la puissance publique, de l'État, pour soit reconfigurer réglementairement les choses, soit obtenir les financements nécessaires pour atteindre nos objectifs. Mais c'est bien l'intérêt de stratégies, de trajectoires à long terme, à moyen terme 2030, à long terme 2050, de pouvoir dimensionner en fait nos politiques publiques à la hauteur des enjeux. Si on ne le faisait pas, on n'arriverait pas à ces résultats. Le fait de sortir du diesel d'ici 2024, j'en discutais l'autre jour avec Enedis, qui a beaucoup de groupes électrogènes qui fonctionnent au diesel en cas de défaillance ou sur de l'événementiel à Paris, en cas de défaillance du réseau. C'est un enjeu industriel au niveau européen, voire mondial, d'avoir des alternatives à ces groupes électrogènes diesel. Donc si on ne fixait pas ces objectifs à long terme, on n'obtiendrait pas la configuration de nos politiques publiques à la bonne hauteur. Merci beaucoup. Donc là, on voit que la stratégie climat va servir vraiment en tant qu'outil de pilotage vraiment global à un niveau stratégique important. Charles Adrien, est-ce que tu pourrais nous faire une petite synthèse du coup, comment construire cette démarche pour qu'elle soit systémique et qu'elle ait le plus d'impact possible? Oui, alors... On a déjà évoqué beaucoup de choses dans la construction de la trajectoire. Il y a des éléments fondamentaux qui ont été évoqués. Le fait de toujours savoir jongler entre le court terme et le long terme, se fixer un cap, c'est important. Mais on doit agir dès maintenant et donc il faut savoir faire ces actions tout de suite. Il y a un autre élément qui est fondamental, c'est finalement une démarche systémique. C'est une démarche qui intègre à la fois tous les secteurs de son organisation, mais qui intègre aussi toutes ces parties prenantes, en fait, l'ensemble des personnes. Ça a été dit et ça a été rappelé, quand on se fixe un cap, en fait, on entraîne avec soi ces parties prenantes, que ce soit une ville qui va entraîner ses citoyens ou que ce soit une entreprise qui va entraîner sa chaîne de sous-traitants, etc. Et ben en fait, il y a d'autres enjeux qui vont derrière ça. Il y a des enjeux sociaux aussi, de précarité potentielle, sur lesquels on peut lutter ou sur lesquels on va pouvoir améliorer les choses, mais aussi sur lesquels on peut avoir un impact de plus en plus important. C'est ce qui était très bien dit, effectivement. Si Orange coupe du jour au lendemain son réseau, il y a un certain nombre de personnes qui vont se retrouver dans une situation délicate. Et donc, il faut pouvoir embarquer tout le monde dans cette démarche. Le législateur, d'ailleurs, le précise bien pour les collectivités territoriales, puisque le rôle qu'on leur donne, c'est d'être coordinatrices de la transition énergétique sur leur territoire. Mais d'une certaine mesure, même si ce n'est pas dit comme ça, j'ai le sentiment que pour les grandes entreprises, c'est aussi ça ce qu'on leur demande, c'est d'être coordinatrices
de la transition énergétique sur leur chaîne de valeur, avec tous les sous-traitants avec lesquels elles sont, avec leurs clients aussi qu'elles vont devoir embarquer dans un monde post-carbone, avec évidemment leurs fournisseurs. Et donc tout ça, ce sont des enjeux qui sont fondamentaux et qui sont à travailler ensemble. Et en fait, derrière ça, on retrouve les notions d'amélioration continue aussi. Une démarche, on va la définir, on va tâtonner, on va essayer de s'améliorer. Et s'améliorer en continu, ça veut dire piloter sa démarche, la suivre et être capable de l'évaluer. Que ce soit pour un territoire ou que ce soit pour une entreprise, c'est fondamental. Il y a des idées qui peuvent paraître très bonnes à un moment donné, et puis on se rend compte après quelques temps que finalement elles ne sont pas si bonnes que ça, voire même qu'elles ont un impact négatif sur le sujet que l'on voulait traiter, qui était réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc pour ça, c'est fondamental de s'inscrire aussi dans une démarche d'évaluation de sa politique climat. Alors il y a des méthodes qui voient le jour et qui sont présentes, notamment la méthodologie ACT qui est portée par l'association Bilan Carbone et qui aujourd'hui commence à devenir un sujet nécessaire pour toute entreprise, de savoir où on en est sur sa politique climatique, où on en est de la définition de sa trajectoire et comment est-ce qu'on va pouvoir l'améliorer au fur et à mesure que l'on progresse dans la compréhension de ses impacts. Et pour finir, peut-être le dernier point, c'est que ces impacts ne sont pas seulement climatiques. En fait, toute organisation traite avec différents sujets. On a la biodiversité, on a la déplétion des ressources, etc. Et en fait, il faut les anticiper aussi, parce que ces problèmes qui aujourd'hui peuvent sembler lointains seront les véritables problématiques de demain. Et finalement, une démarche systémique, c'est une démarche sur laquelle on s'intéresse à tous ces intrants et à tous ces impacts, et on regarde comment est-ce que, en fait, on va pouvoir gérer avec ça. D'une certaine manière, moi j'ai le sentiment que jusqu'à présent on fonctionnait avec des ressources. En fait, ces ressources aujourd'hui ce sont des dépendances. Et donc il faut savoir comment est-ce qu'on s'affranchit au mieux de ces dépendances, comment est-ce qu'on fait pour être dans une économie qui n'a plus besoin de ressources à extraire des sous-sols, qu'elles soient énergétiques ou qu'elles soient en termes de matériaux, et qui du coup va avoir des impacts plus faibles sur la biodiversité et sur les services écosystémiques qui sont nécessaires au maintien des activités humaines sur Terre. Merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions. Alors, on a reçu des questions. Très bien. Donc, j'enchaîne sur une question pour Charles-Adrien. Comment est-ce possible que les entreprises puissent se dire carbone neutre sans prendre en compte les émissions du scope 3 ? Donc c'est une petite question de périmètre. C'est une question qui est d'autant plus dans l'actualité qu'aujourd'hui, au niveau international, on est en train de définir justement ce que c'est que la neutralité carbone. Il y a des commissions de normalisation qui traitent du sujet. En fait, j'ai envie de répondre par la manière dont j'introduis la chose, c'est que finalement, vous êtes en train de raconter une histoire, et cette histoire, peu importe laquelle elle est, l'objectif, c'est d'entraîner les gens qui vont avec. Si on commence à mettre un pied dans la porte en se considérant sur une trajectoire de neutralité carbone, attention, on ne va pas parler d'être neutre tout de suite, mais sur cette trajectoire de neutralité carbone, même si le périmètre n'est pas l'ensemble de son scope, en fait, il vous inscrit dans une démarche dans laquelle vous allez sauter à pieds joints, et progressivement, dans la compréhension de tout ce qui va avec, vous ne pouvez plus faire marche arrière et vous allez commencer à agréger ce qui est de plus en plus important dedans. Donc moi, je n'ai pas de souci à ce qu'une entreprise considère qu'elle veut aller dans une trajectoire de neutralité carbone. La route sera longue, et ce qu'il faut, c'est qu'elle embarque toutes ses parties prenantes avec elle, et qu'elle soit sérieuse sur l'objectif qu'elle veut avoir. Mais ça, je fais pleinement confiance à la société civile pour dénoncer lorsque ce n'est pas le cas. Très bien. Une question pour donc, Madame Escoffier. Est-ce que vous avez des outils de mesure de votre trajectoire en temps réel, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un bilan annuel Ça dépend de ce qu'on mesure. Sur le réseau, en fait, ce qu'on va regarder de toute façon, c'est qu'on travaille avec des outils. Enfin, on travaille avec des outils maintenant d'intelligence artificielle qui nous permettent de mesurer un certain nombre de choses. On n'en est qu'au début, donc je pense que c'est aussi l'occasion de pouvoir innover sur un certain nombre de choses. Et après, c'est vrai aussi sur la partie immobilier, où on utilise pas mal d'intelligence artificielle pour faire la mesure de nos bilans énergétiques et carbone d'un certain nombre de bâtiments. Oui. Sur le transport, c'est plus compliqué, parce que voilà, pour l'instant, c'est encore assez hétérogène, mais on regardera. Donc voilà, on a les deux modèles qui coexistent. Je voudrais aussi dire, on ne l'a pas souligné, mais l'importance des compétences et des formations
Ça aussi, c'est un enjeu majeur qu'on a devant nous. Et quel que soit le métier qu'on exerce, c'est vrai dans les écoles, mais c'est aussi vrai dans les entreprises, dans les structures, pour que les personnes qui ont été identifiées sur des métiers à impact soient formées sur ces sujets-là. Je voudrais le souligner parce que c'est extrêmement important. Voilà. Tout à fait. Pour Monsieur Lair, une question sur donc, la charte Paris Climat. Quelle est l'utilité pour une entreprise qui est déjà engagée, qui a déjà une stratégie en accord avec l'accord de Paris, de devenir signataire de cette charte? Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Alors l'intérêt de la charte Paris Action Climat, ça valorise quand même les actions qui sont conduites dans les entreprises pour être sur cette fameuse trajectoire post-carbone, on va dire. Donc ça, c'est un intérêt pour l'entreprise, et puis pour la ville, c'est de mettre en synergie nos propres objectifs, en demandant aussi parfois à des entreprises de rehausser leurs ambitions, celles qui n'ont pas assez prise conscience, j'allais dire, de cet enjeu qui est très concret, qui est très évident à Paris. Donc peut-être de rehausser ses ambitions, ou au contraire de mutualiser. On a ce qu'on appelle des communautés. Par exemple, les établissements de santé vont travailler ensemble. Certains établissements ont trouvé des solutions qui sont de même échelle, qui peuvent correspondre et peuvent être intéressantes à mutualiser avec un autre établissement de santé, avec des EHPAD, le médico-social. On peut avoir aussi les personnes qui s'occupent de l'immobilier de bureau aussi peuvent partager des solutions. Donc c'est une mutualisation, j'allais dire, de solutions à l'échelle parisienne. Et pour nous, c'est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de la mobilisation de ce secteur-là. Donc ça montre aussi que l'ensemble de la société parisienne, et les entreprises en font partie, se mobilisent sur ces objectifs-là. Donc c'est un effet d'entraînement, un effet de mutualisation, un effet de partage de l'innovation aussi, parfois, comme ça a été décrit chez Orange. Mais tout ça a un effet d'entraînement assez décisif sur l'atteinte de nos objectifs. Pardon. D'accord. Alors je regarde juste l'heure pour voir si on a le temps d'une dernière question. Je veux bien voir si on n'a pas une question en plus. On va avoir une dernière petite question, peut-être technique pour Charles-Adrien. Est-ce que la SNBC donne un cadre pour toutes les typologies d'entreprises? Comment on peut finalement définir sa trajectoire avec des trajectoires nationales? Oui, alors la SNBC, donc c'est la stratégie nationale bas carbone, donc la trajectoire que s'est fixée la France pour répondre aux enjeux climatiques. Cette trajectoire, en fait, elle précise le cap par grand secteur. Ce cap, il a été défini avec les acteurs de ce secteur, c'est-à-dire que ce n'est pas farfelu, ce qui est présent dans la SNBC, c'est vraiment des choses qui ont été travaillées durant de nombreux ateliers, pour le coup, de discussion avec les acteurs de chaque secteur. Et donc, ça donne des objectifs qui sont a priori tenables, en tout cas qui ont été partagés avec ceux-ci. En revanche, on ne va pas pouvoir travailler à une échelle fine, et pour une raison qui, en fait, est assez simple, c'est que on peut rarement caractériser une entreprise dans un seul secteur. Une entreprise, elle a des bâtiments, une entreprise, elle a un certain nombre de procédés industriels qui sont parfois dans plusieurs secteurs. On va avoir besoin ou on va avoir affaire à du transport de marchandises, c'est pareil, ce sont des objectifs différents. Donc finalement, se fixer des trajectoires sectorielles, c'est compliqué et ça demande un travail méthodologique qui est assez poussé, assez fourni. Alors il y a différentes méthodes qui le font. Tout à l'heure, je parlais de ACT. ACT développe des trajectoires sectorielles et donc s'intéresse et fait un gros travail de recherche avec les acteurs du secteur par secteur, pour définir comment est-ce que ce secteur peut, à court terme, se décarboner ou en tout cas tendre vers une économie post-carbone. Et c'est peut-être plus ça qui va guider la trajectoire que la SNBC qui juste fixe le cap, mais qui aujourd'hui ne permet pas, pour une entreprise donnée, de s'appuyer dessus pour définir sa propre trajectoire. Très bien. Je vous propose de terminer là-dessus. Si vous avez peut-être quelques derniers mots, ou c'est bon. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Je vois qu'il y en a beaucoup, mais on n'a pas pu répondre à tout. Merci beaucoup.